La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour, merci à tous de vous être rendus disponibles pour prendre part à notre webinaire. Je suis Rebecca Zantir, responsable de la communication et du marketing pour MSC francophone et suis en charge aujourd'hui de modérer la présentation. Alors, avant de commencer, s'il vous plaît, laissez-moi vous présenter quelques petits points logistiques. Tout d'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Si oui, je vous invite à répondre dans la boîte à questions qui se situe à droite de votre écran sur le panel de contrôle. Vous pourrez d'ailleurs utiliser cette boîte pour poser vos questions tout au long du webinaire et nous y répondrons à la fin de la présentation. Alors, le webinaire est enregistré et donc s'il y avait quelques coupures, vous pourrez retrouver l'enregistrement sur notre site internet dès demain. Alors, aujourd'hui, on va un petit peu voyager lors de ce webinaire parce que on va vous présenter notre étude sur les fintechs dans 6 pays. Et ce webinaire sera présenté par notre directrice pour l'Afrique francophone, Elisabeth Berthe, qui est parmi nous en direct de Seattle. Nous avons également Dina Randria Nasolo, qui est en direct de Toronto, de la fondation Mastercard, et Alexea, qui est directeur de l'Africa FinTech Forum. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, encore un peu de patience, je vais vous présenter, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, un petit peu MSC en quelques mots. Alors, Microsafe Consulting, MSC, est une société de conseil internationale qui est spécialisée en inclusion financière, économique et sociale. Nous travaillons avec nos clients et partenaires à travers le monde pour réaliser des améliorations durables et assurer un meilleur impact dans l'inclusion financière. Nous sommes au cœur de la révolution de la finance digitale depuis ses débuts. Aujourd'hui, on travaille avec les gouvernements, les banques, les entreprises de télécommunications et les fournisseurs de services tiers à travers l'Afrique et l'Asie. Nous offrons des conseils stratégiques et opérationnels et aidons à mettre en œuvre des programmes en utilisant les données et les idées que nous tirons de nos travaux de recherche sur le terrain, qui, eux, sont véritablement enracinés dans une compréhension profonde des clients, de leurs besoins, de leurs perceptions, de leurs aspirations et de leurs comportements. Nous partageons également notre expérience à travers l'Institut ELIX, qui est notre organe de formation. Alors, hors période Covid, nous offrons à la fois des formations privées sur mesure, mais aussi des formations publiques, plus souvent à Dakar et à Abidjan. Et nous offrons enfin des formations en ligne bénéficiant d'une accréditation de l'Université du Québec. Nous avons déployé nos offres de formation pour faire face à la situation et nous offrons beaucoup de formations en ligne actuellement. N'hésitez pas à aller d'ailleurs sur notre site pour voir notre catalogue de formations. Plus récemment, nous avons lancé un outil, un site internet qui s'appelle le Hub de la finance digitale. Alors le Hub, c'est quoi? C'est un site web qui est 100% francophone, 100% axé sur la finance digitale, 100% collaboratif, qui offre du contenu diversifié, comme des études de cas, des blogs, du matériel de formation, un calendrier d'événements ne pas rater, ainsi qu'une section dédiée à l'écosystème des startups qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui. Donc, si vous êtes une startup, si vous êtes un investisseur, si vous êtes un incubateur, si vous êtes un mentor,
N'hésitez pas à aller faire un tour sur cette plateforme, à vous y inscrire, à rejoindre le réseau. Cette plateforme est la vôtre. Alors, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. L'étude qui nous réunit aujourd'hui a été possible grâce à la Fondation Mastercard. Et je vais avoir le plaisir de laisser la parole à Dina, qui va pouvoir introduire ce webinaire. Merci beaucoup. Merci Rebecca. Peut-être notre audience a deviné mon nom, Dina Ranjanasu Solondona. Ça vient de Madagascar. Mais je suis basée à Toronto et je suis programme partenaire à la Fondation Mastercard depuis un peu plus de 5 ans. Merci à tout le monde de joindre ce webinaire. Si vous permettez, j'aimerais introduire un peu la Fondation Mastercard. Alors, la Fondation a été créée en 2006 suite à la générosité de la compagnie Mastercard. Présentement, nous sommes l'une des plus grandes institutions philanthropiques dans le monde, travaillant particulièrement en Afrique avec des visionnaires tels que Micro pour s'assurer que des millions de jeunes en Afrique, ainsi que les jeunes dans les communautés autochtones du Canada, particulièrement des jeunes femmes, aient accès à une éducation de qualité, aux services financiers et à un travail digne et valorisant. Cette étude sur les FinTech en partenariat avec Microsoft est très importante pour nous, pour avancer notre stratégie qui s'appelle Young Africa Works. Cette stratégie vise à s'assurer que 30 millions de jeunes, particulièrement les jeunes femmes, accèdent à un travail digne et valorisant d'ici 2030. Cet objectif ne peut être atteint que si les jeunes non seulement accèdent à des emplois, mais aussi deviennent des créateurs d'emplois pour eux-mêmes et pour les autres, notamment à travers l'entrepreneuriat. C'est dans ce contexte que l'accès à des services financiers est essentiel. Et nous pensons que cette étude sur les FinTech, qui vise à comprendre les défis et opportunités des startups FinTech, est importante pour améliorer l'inclusion financière et aussi pour créer des conditions propices pour faciliter l'emploi. Je tiens à remercier Microsafe pour cette initiative et j'ai hâte d'entendre les résultats, les recommandations de cette étude qui seront partagées par Elisabeth et Alex. Merci. Merci Dina. Notre webinaire aujourd'hui est consacré au FinTech et aux opportunités de contribuer à l'inclusion financière. Les résultats qui vont vous être présentés sont issus d'une étude que nous avons récemment menée au Bénin, Côte d'Ivoire, Congo-Kinshasa, Mali, Sénégal et Togo. Nous évoquerons tour à tour les points suivants. Tout d'abord, les contraintes et les opportunités des services financiers numériques, puis les caractéristiques des FinTech de notre étude et leurs contraintes, enfin nos recommandations pour accompagner les FinTech. Nous vous présenterons ensuite les opportunités tirées de notre analyse jugées prioritaires pour faire avancer l'inclusion financière. À l'issue de notre présentation, M. Sea, le fondateur de Africa FinTech Forum, partagera avec nous ses expériences avec les FinTech à travers l'Afrique. Nous consacrerons ensuite 20 minutes aux questions-réponses afin d'approfondir ensemble le débat. L'équipe francophone de MSC a conduit une étude de mai à octobre dernier avec les FinTech et les parties prenantes. L'étude aborde tout d'abord les principales caractéristiques de l'inclusion financière et les contraintes et les opportunités liées aux services financiers digitaux, suivi d'un aperçu des secteurs des FinTech. Ensuite, les études qui vous retrouverez sur notre site web synthétisent les principales conclusions concernant l'inclusion de soutien, de l'écosystème de soutien, qui se compose des 4 piliers clés suivants. L'accès au capital, l'accès au talent, la collaboration et le cadre politique et réglementaire. Enfin, l'étude formule un certain nombre de recommandations clés pour orienter les prochaines étapes
du développement de l'inclusion financière à travers le prisme des fintech. L'étude a porté sur 3 questions clés. Quel est l'état de l'inclusion financière et où les perturbations numériques peuvent-elles combler les lacunes? Comment les fintechs font-elles progresser l'inclusion financière et quels sont les défis auxquels elles sont confrontées? Et quelle est l'importance des partenariats avec les titulaires et d'autres acteurs de l'écosystème et comment font-ils progresser l'inclusion financière? Okay. Donc, comme nous avons étudié 6 pays, je vous encourage de regarder le rapport sur l'Internet pour plus de détails. Avant de commencer, comment définissons-nous une fintech? Dans le cadre de cette étude, les fintech désignent les entreprises qui sont en phase de démarrage, donc les startups, axées ou fondées sur les technologies qu'ils utilisent ou fournissent des technologies modernes et innovantes dans le domaine financier. Pour les fintech, la technologie est un outil clé qui leur permet de soutenir ou de perturber les systèmes financiers en place. Elle propose ainsi aux consommateurs des services bancaires et financiers qui offrent un meilleur rapport coût-efficacité. Les technologies émergentes créent des opportunités d'emploi et offrent la possibilité de réduire les coûts de distribution des produits et services adaptés pour faire avancer l'inclusion financière. Selon la Banque mondiale, d'ici 2021, 73% des économies africaines à croissance rapide se retrouvent en Afrique francophone, où la population jeune est importante. Les pays francophones couverts par cette étude se trouvent au début de cette évolution et auront besoin du soutien des banques centrales, des gouvernements, des investisseurs, des donataires, des entreprises, des mentors et des entrepreneurs pour faire progresser le secteur de façon collective. Nous avons trouvé des entreprises prêtes à innover, mais elles ont besoin d'un coup de main. Le Sénégal et le Côte d'Ivoire restent en tête dans la région en termes de croissance et d'investissement dans le secteur de fintech. Les gouvernements sont conscients de la nécessité d'exploiter le numérique et certains prennent des initiatives pour stimuler l'entrepreneuriat. Des réformes sont en cours pour les entreprises, mais les investissements supplémentaires restent nécessaires pour améliorer la capacité des fintech et encourager la collaboration. Les acteurs existants commencent à collaborer avec les fintech et par des concours sur les marchés où de nombreuses entreprises du secteur ne sont pas encore officiellement enregistrées. Stimulés par les fintech, l'inclusion financière reste le principal domaine d'intervention des investisseurs de capital risque spécialisés dans la technologie numérique au sein du continent, attirant 55% du montant le montant total de financement. Les fintechs dirigés et cofondés par les femmes ont vu le jour, mais dans plusieurs pays, les femmes n'ont pas encore réussi à se faire une place dans le secteur. Le marché est mieux pour l'innovation, mais il faudra un effort collectif pour remédier les lacunes actuelles qui comprennent les contraintes réglementaires, la faiblesse des systèmes juridiques, le manque de connaissances financières et numériques et l'absence d'antécédents de crédit pour exploiter le marché potentiel. L'inclusion financière commence par les paiements. Pour améliorer l'inclusion financière, nous devons d'abord comprendre nos clients et leurs besoins, afin de développer des services créés de la valeur pour eux et qui les conduisent à leur adoption. Aujourd'hui, les gouvernements ne pensent pas aux fintech quand ils sont en train de développer leur stratégie nationale. Pour les populations non bancarisées, si on ne résout pas le problème de manque d'outils adaptés et des compétences nécessaires, la fracture numérique s'aggravera. Pour les compétences, on voit les faibles niveaux d'alphabétisation, les faibles niveaux d'épargne et de crédit formels, parce que l'épargne est principalement cachée, et l'absence d'une pièce d'identité,
Et ceci est aussi la plus grande contrainte pour accéder à des services. Dans l'abordabilité, il y a les coûts élevés de la possession d'un téléphone, la faible utilisation de l'Internet, et ça c'est surtout à cause de le coût élevé de l'Internet. Et dans certains pays, l'Internet ne touche pas tous les territoires. Et pour la sensibilisation, on voit une mauvaise compréhension des services et l'absence de besoins perçus. Les femmes accusent de retard par rapport aux hommes en termes d'accès aux services financiers et l'utilisation non enregistrée de mobile money. On voit ça surtout au Sénégal. En Afrique subsaharienne, le moyen des adultes disposant d'un compte mobile money est de 43%. Donc, on a du travail à faire. L'utilisation de mobile money reste faible et il faut des interventions par le gouvernement pour stimuler les paiements. On voit que même l'utilisation d'Internet reste faible. Les paiements numériques commencent à monter, mais ça reste majoritairement du P2P et de l'achat de crédits de communication. Plusieurs pays entendent l'empreinte de fibre optique et le coût d'accès de l'Internet doit baisser pour rendre le canal plus accessible. La migration numérique et le développement de l'infrastructure numérique doivent être priorisés. Avec l'interopérabilité qui arrive bientôt dans la sous-région, les fintechs peuvent sauter sur l'occasion. Alors, qui sont les 119 fintechs étudiés? Ils sont plutôt jeunes. On avance, s'il te plaît. Voilà. Ils sont plutôt jeunes, créés il y a moins de 4 ans et dirigés majoritairement par les jeunes hommes. Conscient du déficit de financement pour les femmes, la société ivoirienne Django est un fonds de capital risque dirigé par les femmes qui investissent 50% de ses revenus dans les startups fondées, cofondées ou bénéficiées des femmes. Les startups à des différentes phases nécessitent des différents types de financement. En Afrique, au fil des années, il est passé de l'épargne à des prêts de famille et des amis à une forme de financement plus formel, y compris le financement de démarrage des concours et le financement par action, entre autres. Dans les pays ciblés par notre étude, surtout à cause de leur âge, les entreprises doivent compter sur leurs amis et leurs familles pour le financement initial. Souvent, les fondateurs travaillent en freelance pour gagner des revenus afin d'investir dans leur propre start-up. Les concours débouchent sur des très bonnes solutions proposées par les jeunes entrepreneurs, mais ils sont souvent incapables d'atteindre le marché faute d'un financement durable. Dans certains pays, comme le Bénin, les fondateurs ont voulu garder le contrôle, donc n'ont pas délibérément cherché le financement extérieur. Et au Mali, les familles n'investissent pas dans les startups et ça limite le désavantage des options des fintechs. Les investisseurs providentiels jouent un rôle clé dans le financement de l'entreprise et de la phase de conception à la génération des revenus. Ils sont particulièrement importants pour les femmes et ces communautés qui doivent surmonter un preuve de concept plus élevé pour attirer un capital institutionnel. Bien qu'il soit difficile de déterminer le montant de dollars investis par les business angels en Afrique, c'est clairement pas assez significatif. Le modèle d'affaires principal est le B2B2C et le B2B. L'acquisition des clients est coûteuse et les fintechs sont à court d'argent. Ces deux modèles permettent au départ un flux de trésorerie plus rapide. Dans les 6 pays, il n'y a pas une grande diversité dans les secteurs dans lesquels les fintechs opèrent. Comme on le voit, la plupart travaillent dans les paiements. Nous allons jeter un coup d'œil dans les prochaines diapositives. Les paiements digitaux
Sont le secteur principal des FinTech. Il est important de mieux comprendre les besoins des clients pour diversifier les offres. Plusieurs des pays dans notre étude figurent parmi les économies ayant la croissance le plus rapide de la planète. Alors que de nombreux entrepreneurs africains se plaignent du capital financier limité, les financiers et les investisseurs soulignent les nombreuses entreprises proposées ne sont pas finançables. Un mentorat solide a été et continuera d'être essentiel pour stimuler l'innovation, car les investisseurs déplorent de voir trop de services qui copient l'existant. Cela nous ramène à l'éducation. L'esprit d'entreprise et les compétences en gestion ne sont pas suffisamment enseignés à l'école. Avec une population de jeunes de plus en plus importante, nous devons doter les gens des compétences appropriées et cela vaut également pour les entrepreneurs. Ils ont un temps et un fonds limités et donc besoin d'accéder des outils et des services abordables pour mieux les équiper également. Les entrepreneurs peuvent résoudre des problèmes quotidiens qui présentent des points sensibles. On voit un retard dans l'état d'avancement des FinTech et au climat d'affaires et faiblesse des cadres juridiques, mais on observe du progrès aussi. Reconnaissant que l'innovation des entreprises est au cœur de la croissance économique, le gouvernement africain renforce leur engagement à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, comme en témoigne l'élaboration des programmes nationaux de l'entrepreneuriat et des fonds pour les entreprises. Alex, est-ce que tu as des observations à partager sur la croissance des FinTech qu'on voit sur cette diapo? Bonjour à tous. Merci, Elisabeth. Ma principale observation, c'est évidemment le nombre d'années autour duquel, ou le nombre d'années pendant lequel l'écosystème est en train de se construire. Dans une des diapos que tu avais présentées, c'était notamment que la plupart des FinTech avaient moins de 4 ans. Et puis, ce que moi je note principalement, c'est que la plupart des écosystèmes ont commencé à se mettre en place ou ont commencé à se densifier en termes d'acteurs autour de 2015. Donc, ça reste à peu près dans la même évaluation que vous aviez faite dans le nombre d'âge des FinTech. OK. Merci, Alex. On va retourner avec Alex à tout à l'heure. À tout à l'heure, Elisabeth. OK. Commençons notre rapide tour d'horizon des FinTech dans chaque pays. On voit que la plupart utilisent les API comme logiciel. On va commencer avec le Bénin. Donc, l'écosystème de Bénin comprend 11 FinTech et 5 facilitaires et partenaires de financement. Bien que tant à leur début, la stratégie nationale de l'inclusion financière et le travail effectué autour de la loi des startups augmenteront les opportunités pour les FinTech au Bénin s'ils prennent le temps de travailler avec les opérateurs historiques pour comprendre le marché et ses opportunités. Le recours aux produits bancaires est faible au Bénin. Par conséquent, les institutions financières ont besoin des solutions FinTech pour gérer leur processus de crédit et d'épargne afin de réduire leurs coûts d'exploitation et d'améliorer leur rentabilité. Les FinTech peuvent tirer profit de leur propension à épargner des différents segments pour développer des solutions d'épargne digitale sur mesure. En revanche, l'adoption des solutions de crédit digital peut prendre du temps en raison de la faible culture de crédit. Le secteur de MPME a été le principal domaine de croissance des FinTech au Bénin. Les efforts sont nécessaires pour atteindre les jeunes et les femmes, ainsi que le secteur agricole qui est le principal moteur de l'économie. L'écosystème d'acteurs de l'offre au Bénin est dominé par les opérateurs historiques qui ont besoin de soutien pour se convertir au digital afin de servir les segments aux revenus faibles et moyens.
OK, on passe au Côte d'Ivoire. L'univers des FinTech ivoiriens est dynamique et en plein essor, mais n'ont pas encore débouché sur des réussites à grande échelle. En Côte d'Ivoire, l'écosystème se compose de 37 FinTech, 18 facilitaires et partenaires de financement. Malgré les services offerts par les FinTech et le développement de l'inclusion financière, l'usage des services financiers formels reste limité, car les produits et les services ont besoin d'être adaptés au segment des faibles et moyens revenus qui a un rapport à l'argent différent de celui des travailleurs formels ayant un niveau d'études plus élevé. Les pratiques informelles de l'épargne et le crédit offrent aux FinTech un potentiel considérable des solutions digitales de deuxième génération adaptées à l'inclusion financière. Les FinTech ivoiriens négligent la possibilité d'apporter de valeur significative aux femmes et aux jeunes dans les zones rurales. Au Congo, l'écosystème se compose de 37 FinTech, 18 facilitaires et partenaires de financement. Les FinTech inclusifs congolais ciblent différents segments de marché. Le segment agricole reste largement sous-exploité. Les solutions FinTech pourraient accroître l'inclusion financière s'ils étaient adaptés à des segments spécifiques. Les produits et les services digitaux doivent passer à des solutions de deuxième génération adaptées aux besoins locaux. L'environnement politique est actuellement favorable à l'innovation et l'esprit d'entreprise aux services digitaux. Le plan national du numérique vise à stimuler le marché et à améliorer les infrastructures permettra d'accélérer des opportunités de promotion d'inclusion financière. Au Mali, on voit 18 FinTech et 11 facilitaires et partenaires de financement. Les FinTech se concentrent principalement sur les solutions de paiement de transfert. Le principal segment visé est le diaspora malien qui représente un tiers de la population. Les solutions FinTech ont la possibilité d'atteindre les segments délaissés des MPME et des revenus faibles et moyens du secteur agricole concentré dans les zones rurales marginalisées, en particulier les jeunes. La finance digitale n'est pas bien comprise sur le marché malien. Les messages ciblés seront nécessaires pour encourager l'adoption et son utilisation régulière. Pour élargir leur clientèle, les FinTech se concentrent sur les jeunes, les MPME et les diasporas, alors que les produits spécifiques aux jeunes restent inexploités. C'est quand même un marché frontière pour les FinTech. Le gouvernement malien est en train de mettre en place des politiques visant à tirer parti des solutions digitales et comprend la nécessité de renforcer l'écosystème de l'entrepreneuriat. Cela nécessitera des investissements dans les compétences, l'éducation et le soutien du secteur des startups, avec les prix solides des mentors. Grâce à un écosystème dynamique des startups et d'un nombre croissant d'investisseurs, Dakar se classe au 9e rang des villes africaines du Global FinTech Index de 2020. Le gouvernement du Sénégal soutient et souhaite accélérer le développement des industries digitales et l'écosystème entrepreneurial. Et les FinTech ont besoin d'accéder à des financements et à du personnel qualifié. Au Sénégal, l'écosystème se compose de 24 FinTech et 47 facilitaires et partenaires de financement, tandis que les applications mobiles sont le principal circuit de distribution utilisé. Les FinTech se sont d'abord concentrés sur les solutions de paiement destinées aux MPME. Aujourd'hui, ils développent surtout les solutions de crédit digital en partenariat avec des institutions financières ou d'autres FinTech. Les FinTech sont aussi en train de se diversifier et se développent dans toute l'Afrique de l'Ouest. L'épargne et le crédit informel représentent un potentiel important pour les FinTech qui peuvent fournir les solutions digitales personnalisées de deuxième génération pour l'inclusion financière.
Et finalement, le Togo a des projets ambitieux pour faire la numérisation un levier de modernisation et de l'économie et de la société. Et a créé des centres d'innovation pour soutenir le secteur des startups en mettant en place un environnement propice à l'innovation et à la R&D. Dans le rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale, le Togo a été classé meilleur réformateur de l'Afrique en 2019. Ici, on trouve 17 fintech et un petit peu plus que 10 facilitaires et partenaires de financement. Comme le Sénégal, les solutions offertes sont basées sur les applications mobiles. Malgré le progrès rapide réalisé dans le développement des services financiers digitaux, la grande majorité de la population reste exclue du système financier en raison principalement des revenus faibles et irréguliers. Le gouvernement a cherché des moyens pour faire progresser l'inclusion financière, ce qui offre la possibilité aux fintech de servir le segment de faibles et moyens revenus. Les fintech devraient s'associer avec des institutions financières pour innover et améliorer l'accès au financement. Les fintech togolais n'ont pas encore réussi à s'imposer sur le marché, sauf pour les solutions gouvernementales, mais pourraient élargir leur offre avec l'assistance et une coopération appropriée. Alors, quels sont les défis pour les fintech? Beaucoup de fintech n'ont pas encore atteint la maturité. Les fintech peuvent manquer de compétences et de l'expérience, des processus ou des structures commerciales pour gérer la croissance de leur entreprise. Il est donc important d'engager des professionnels bien expérimentés, mais souvent on n'a pas de fonds pour ceci, ainsi que des mentors expérimentés dans des grandes entreprises. Il faut dédier du temps pour comprendre les besoins du marché et comprendre la réglementation en vigueur. Sachant que les systèmes éducatifs et certaines cultures sont peu propices à l'entrepreneuriat, les fintech ont besoin d'être accompagnés et soutenus par des spécialistes qui comprennent le monde des startups. Faute de ressources financières, un bon nombre des incubateurs ne sont pas parvenus à jouer le rôle attendu de plateforme de partage d'idées. En plus d'investir dans les startups en fournissant une aide financière, les grandes entreprises peuvent fournir des programmes de mentorat liés à la stratégie de l'entreprise, au modèle d'affaires, à la stratégie sur la mise en marche et autres orientations des entrepreneurs. Le gouvernement aussi devrait encourager la collaboration. Ça peut être par exemple des programmes d'incubation du secteur privé et un écosystème de co-création. Des politiques gouvernementales favorables, telles que les remises fiscales, peuvent aussi soutenir la collaboration. Donc, comment les fintech et les startups sont-elles accompagnées aujourd'hui? Nous avons assisté à une prolifération des pôles technologiques, d'incubateurs et d'accélérateurs qui ont été utilisés comme mécanismes pour engager la communauté des startups à tester de nouvelles idées. Dans nos pays cibles, il y a des nombres convenables de facilitateurs. Le manque de financement des incubateurs les oblige à vendre des places et faire moins d'apprentissage. Parfois, on trouve des CV qui sont plus développés pour les entreprises que pour le développement de startups, donc ils ne sont pas bien adaptés. La création des réseaux de collaboration entre les incubateurs à travers les pays est essentielle pour nourrir les talents transdisciplinaires, en particulier dans les endroits où les universités manquent. La collaboration peut être mutuellement bénéfique. Les startups fintech qui ont accès à des nouveaux marchés des capitaux, tandis que les fournisseurs traditionnels développent des capacités innovantes et des avantages concurrentiels. Outre des fusions, des acquisitions traditionnelles et le capital risque, cette collaboration entre les acteurs du secteur privé
Tout forme d'incubateurs, d'accélérateurs et des laboratoires d'innovation et des bacs à sable dirigés par l'industrie. Donc, dans nos études, le RDC est le seul pays à avoir un bac à sable, mais EcoBank a récemment ouvert son bac à sable. Et on commence à parler de ça dans la région de UMOA. Les bacs à sable dirigés par l'industrie fournissent un environnement pour les tests et l'expérimentation au marché, ainsi qu'un environnement de développement avec des outils, des données partagées, des API et des plateformes collaboratives. Les incubateurs aident les startups en phase de démarrage à affiner leurs idées et leurs modèles commerciaux et à les orienter vers le déploiement sur le marché. Les accélérateurs fonctionnent généralement avec les concepts et des startups plus matures, contribuent à certains investissements de démarrage et à d'autres supports pour accélérer la croissance et de faire avancer la maturité. Les services de soutien, les programmes de démarrage et les espaces de co-travail sont généralement des communautés collaboratives et coopératives qui favorisent le renforcement des capacités, une créativité et un croissant accru et peuvent parfois comprendre des partenariats public-privé. OK, on va sauter deux. En avance du diapo, s'il vous plaît. OK, c'est très important pour les entrepreneurs de reconnaître les besoins et les intérêts spécifiques des grandes entreprises pour pouvoir collaborer efficacement avec eux. Compte tenu de la nature informelle des entreprises fintech sur plusieurs marchés, les opérateurs historiques sont peu enclins de nouer des partenariats en raison des risques en cours. Il existe différentes initiatives de la part des opérateurs historiques pour stimuler l'innovation. Donc, on a la Société Générale qui investit des capitaux, mais ils n'ont pas leur propre fonds de capital risque. Il y a Orange Digital Ventures qui investit dans les fonds susceptibles d'enlargir sa base d'utilisateurs et le BMCE qui a lancé un concours pour résoudre des problèmes de ses clients. Pour les opérateurs historiques, les fintechs ne sont pas encore susceptibles de jouer un rôle déterminant dans leur stratégie commerciale ou de les aider à faire progresser la centralité du client. Il existe de nombreux limités des fintechs qui développent des solutions basées sur la compréhension profonde des besoins du marché. Dans le cadre de la réglementation actuelle, les fintechs dans la zone UMOA peuvent uniquement intervenir en tant que fournisseurs de leurs partenaires. Cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas apporter la valeur aux entreprises existantes, mais il leur faut pour cela formuler clairement leurs propositions de valeur. À l'exception du RDC, les fintechs ont cité le manque de réglementation claire comme étant une contrainte à l'innovation. Une réglementation favorable est un élément nécessaire pour stimuler les capacités des fintechs et faciliter l'introduction des produits et des services innovants. Dans les obstacles, on commence avec l'innovation, où on a noté que la réglementation est peu favorable au crédit digital. L'accès limité du USSD, mais depuis notre étude, on a vu quelques avancements sur cela. Et l'absence de mentors spécialisés dans les fintechs. En infrastructure, on voit une partie de la population qui ne possède pas une carte nationale d'identité. Et il y a aussi une couverture limitée des télécommunications et d'Internet. On voit ça surtout au Bénin, en RDC et au Togo. Dans le cadre réglementaire, on voit le manque de clarté des réglementations et des protections, une absence de cadre ou une zone d'essai
pour répondre aux préoccupations de l'EBCO. Et les IMF, les SFD, ne peuvent pas émettre de monnaie électronique, ce qui limite les possibilités de partenariat pour toucher la population de faibles et moyens revenus. Dans la fiscalité, on voit une taxation disproportionnée, donc les taxes et les droits, et une méconnaissance des incitations existantes. Donc, il y a quelques pays qui a mis des incitations en place, mais les fintechs ne sont pas au courant. Pour les opportunités, donc sur les stratégies nationales, on voit que l'interopérabilité à venir dans les pays de la BCAO favorise la réduction des coûts et la mutualisation des efforts. Le lancement d'un sandbox réglementaire, le mouvement de loi sur les startups qui existe au Sénégal, mais il est en discussion au Bénin et au Mali. Dans la communication, le mois d'octobre, le BCAO a fait une conférence avec les fintechs, donc ça c'était un bon début, mais le dialogue doit être plus fréquent et on pourrait donner la parole tout à l'heure à la BCAO qui est parmi nous pour parler des avancements. Et dans l'investissement, les fonds publics de soutien aux jeunes entrepreneurs et l'encouragement de l'entrepreneuriat et le lien des initiatives panafricaines. Les efforts continus des autorités pour suivre le rythme de l'innovation aidera à éviter les lacunes dans les cadres de réglementation de surveillance et de surveillance à régler les défis liés à leur application au nouveau modèle commercial. Donc, on a parlé du problème de l'existence, le manque de carte d'identité. Donc, l'existence d'une carte d'identité digitale peut bien aider l'avancement de l'adoption et des modèles d'affaires. Donc, cette faible taux de possession des cartes d'identité, on n'a même pas un système national d'identité numérique. Il faut adapter et prioriser le déploiement des cartes d'identité digitales. Il y a une absence d'un cadre réglementaire de la concurrence qui se traduit par une approche monopolistique qui freine l'innovation dans le secteur privé. L'absence de reporting empêche le régulateur de voir l'impact potentiel des fintechs. L'absence de réglementation relative aux contrats et des signatures électroniques. Il faut créer un sandbox pour permettre aux entreprises privées de tester en direct et à petite échelle les innovations dans un environnement contrôlé. Il faut créer une fiche explicative sur la réglementation dans une langue simple pour les fintechs. Pour mettre en place un groupe de travail sur les services financiers digitaux réunissent les parties prenantes pour examiner leurs difficultés et les solutions potentielles pour élaborer une feuille de route pour progresser sur les questions ainsi répertoriées et renforcer les ressources réglementaires avec les capacités propres aux fintech. Dans le contexte, les conditions de fonctionnement pour les entreprises, aujourd'hui, on n'a pas un accès équitable aux USSD et aux API. Il y a un classement défavorable des pays en termes de création d'entreprises et accès au crédit. Il y a la corruption généralisée. Il y a aussi le manque de statistiques et l'accès limité à celles-ci qui sont un obstacle à la compréhension des besoins de marché. Et ça c'est le cas de tous les pays, mais c'était surtout au Congo, on a entendu cette contrainte souvent. Il faut combler d'importants déficits actuels en matière d'infrastructure et commençant par l'électricité et des services d'Internet. Il faut encourager la création et la croissance des fintechs en offrant des incitatifs pour les premières années de fonctionnement, par exemple les exonérations d'impôts ou les cotisations sociales. Il faut introduire les incitations fiscales pour les commerçants qui utilisent les paiements digitaux et donner la priorité aux procédures de reporting sur une forme numérique.
Donc, avec les systèmes de soutien en place, on compte sur les fintechs d'être à l'écoute des clients. L'innovation technologique a fait des percées majeures dans les services financiers. Les fintechs peuvent contribuer à une meilleure conception des comptes de transactions et des produits de paiement, les rendre accessibles de manière omniprésente avec une expérience utilisateur et une sensibilisation améliorée. Elles peuvent rendre les services plus efficaces et réduire les barrières de l'entrée sur le marché. Pourtant, ces avantages comportent aussi des risques en termes de résilience opérationnelle, de protection des fonds des clients, de protection des données et des vies privées, et de concentration du marché. Si elles ne sont pas gérées dans une manière adéquate, ces risques pourraient compromettre l'inclusion financière. Alors, quelles sont les opportunités? La comptabilité numérique. Donc, en dehors du fait que la plupart des MPME sont informels, elles ne peuvent pas accéder au crédit car elles n'ont pas la capacité de produire des documents financiers de qualité et donc besoin des outils pour numériser leur comptabilité qui leur facilitera l'accès au crédit. Il y a des services coupés, donc les gens aux faibles revenus cherchent des économies de temps et de l'argent, et en combinant les services, on augmente la valeur ajoutée. Par exemple, des services reliant les entrepreneurs à des services de développement des entreprises et de financement supplémentaire. Les interfaces vocales, donc on a parlé d'alphabétisme, il faut des interfaces utilisateurs qui facilitent l'utilisation des produits et services par les personnes qui n'ont pas de compétences arithmétiques et travailler avec les partenaires pour améliorer leurs services. As you go, donc ça c'est pour adapter les services adaptés au flux de revenus des clients. Les paiements de gouvernement à personne au dernier kilomètre. Donc, on voit par exemple Wizel qui travaille avec le gouvernement Côte d'Ivoire pour distribuer des paiements sociaux. Et aujourd'hui, avec la pandémie, ça c'est une bonne opportunité. Et puis, l'éducation financière. Donc, sans savoir comment l'utilité des services, les gens ne vont pas les adapter. Et finalement, l'analyse des données. Les données alternatives pour remédier les asymétries d'informations qui empêchent les MPME pour obtenir des prêts. Alors, quels sont les points importants à retenir? Nous pouvons créer de meilleurs services si nous tirons parti des données en collaboration avec les partenaires locaux comme des fournisseurs de services financiers pour augmenter l'accès au crédit. Nous avons besoin plus de mentors et les fintechs doivent renforcer leurs capacités grâce à des mentors et des collaborations avec le secteur privé. Les gouvernements ont besoin de politiques d'innovation focalisées sur le développement du capital humain. Les startups ont besoin d'une voix, comme il y a de nombreux investisseurs anglophones. Grande limite, c'est le langage français pour eux. Les gouvernements doivent créer les événements pour attirer les investisseurs dans leur pays et leur sensibiliser. On a, par exemple, au Congo, il y a une perception que le Congo est trop risqué. Donc, ça, c'est un rôle que le gouvernement peut faire pour comprendre mieux les opportunités dans le pays. L'accessibilité est un problème et les services numériques ont encore besoin d'une interaction humaine afin de déterminer comment, par exemple, comment ils peuvent travailler avec les agents qui sont déjà sur le terrain. Et enfin, nous parlons de la sécurité et la confidentialité des données. Consentement manquant ou non informé à l'utilisation et le partage des informations personnelles, la discrimination illégale, la segmentation injuste des prix et la confidentialité des données sont les préoccupations essentielles des décideurs. De plus,
les répercussions des problèmes de sécurité des données augmentent avec la quantité d'informations du personnel stockées et partagées sous forme numérique. Lorsqu'un fournisseur autorise l'accès ou le transfert des données personnelles à des fins commerciales légitimes à des tiers, il devrait prendre des mesures pour garantir la protection des données. OK, afin de passer à la section de questions-réponses, nous aimerions donner la parole à M. Sea, fondateur de Africa FinTech Forum. AFF fait partie de l'écosystème de soutien et nous avons eu le plaisir de faire plusieurs bootcamps lors de l'Africa FinTech Tour en 2019. Bonsoir Alex. Pouvez-vous commencer par vous présenter et nous présenter Africa FinTech Forum en quelques mots? Et c'est possible, il faut muter ton micro. Vice. Ah, ça y est, c'est bon. OK. Je suis vice. OK, je vais juste répéter les questions. Donc, c'est bon, vous m'entendez? Oui, c'est bon maintenant. Donc, pouvez-vous commencer par vous présenter et nous présenter Africa FinTech Forum en quelques mots? OK. Alex, tu veux te présenter, s'il te plaît? OK, je suis Alex Sea, vice-président de Africa FinTech Network, qui est un réseau continental. Allô, vous m'entendez là? Oui, oui. Et est-ce que tu peux parler un petit peu de Africa FinTech Forum? C'est bon, je peux y aller? Oui, oui, vas-y. Oui, Africa FinTech Forum, donc Africa FinTech Forum, c'est une organisation cross-industrie qui rassemble les acteurs de la finance digitale, disons plus globalement de l'inclusion financière. Ce que nous essayons de faire, c'est d'agir sur un certain nombre d'axes, autour de 4 axes. Notamment, nous essayons de faire le plaidoyer des technologies financières auprès des décideurs, que ce soit public comme privé. L'idée, c'est de pouvoir mettre les technologies, la fintech au cœur des stratégies publiques comme privées. Donc, dans cet ordre, ce que nous essayons, ce que nous avons entrepris comme action, c'est par exemple d'être dans des groupes de travail de l'Agence pour l'inclusion financière en Côte d'Ivoire, des groupes de travail sur la stratégie nationale d'inclusion financière. Donc, nous sommes notamment dans des commissions comme la commission de finances numériques ou distribution. Et puis, nous essayons aussi pour l'écosystème d'établir des relations avec des institutions monétaires comme financières. Monétaire avec la BCEAO, nous sommes en train de construire une très bonne relation avec la BCEAO, avec la Banque de Mauritanie, avec la Banque centrale de Guinée, celle de RDC et puis celle du Maroc. Aussi, nous essayons de construire cette même relation avec des institutions comme la BAD, la Banque africaine de développement, et puis l'Alliance pour l'inclusion financière. Le plus gros ou la plus grande mission ou la mission la plus importante que nous voulons, que nous sommes confiés, c'est véritablement de pouvoir participer à bâtir l'écosystème FinTech. Donc, nous savons que cela repose sur premièrement, l'initiation ou la participation ou la mise en place d'associations. Donc, dans ce ordre d'idée, Africa FinTech Forum a travaillé à la mise en place de l'association FinTech du Maroc, de celle du Niger, du Togo, de la Côte d'Ivoire, des deux Congo, etc. Et puis, l'un de nos pans, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et c'est la raison pour laquelle nous sommes associés à Microsafe. C'est véritablement de pouvoir fournir et puis diffuser les clés de compréhension de l'industrie. Et je pense que cette initiative de Microsafe, qui est une initiative pionnière dans l'écosystème francophone, est à saluer. Et aussi, dans ce temps d'idée, peut-être que
les participants au webinaire auront la primeur de l'information. Avec Microsave et puis Deloitte, nous travaillons à produire une cartographie beaucoup plus importante qui regroupera les acteurs de la FinTech dans toute l'Afrique francophone. Et puis, je le disais tantôt, toujours dans le cadre de la fourniture, de la diffusion des clés pour comprendre l'écosystème, pour connaître l'écosystème, nous mettrons bientôt en place avec la Fondation Maroc Numérique une chef africaine de la FinTech. L'idée, c'est de pouvoir associer le monde de la recherche, le monde universitaire au développement de la FinTech, donc par la production de support de recherche, par la production de recherche, et puis aussi par la mise en place de formations qui puissent permettre aux acteurs de l'industrie de monter en compétences et de s'adapter à cette nouvelle économie. Et puis, parlant tout à l'heure de l'éducation, nous savons que la jeune génération est celle qui va porter la FinTech parce qu'ils sont ceux qui sont plus familiers de l'outil digital. Donc, nous organisons Africa FinTech Day. Nous avons eu la première édition l'année dernière avec Fondation Maroc Numérique. La deuxième édition se fera cette année. L'idée, c'est de familiariser les étudiants, c'est de familiariser les écoles avec avec la finance digitale, donc de les familiariser avec les outils de les familiariser avec tous les aspects de la FinTech, notamment le paiement mobile, le paiement par carte, les familiariser avec tous les aspects qui peuvent contribuer à l'émergence de la FinTech, parce que nous savons que ce sera eux qui seront les porte-parole auprès de leurs parents, auprès des populations, de la nécessité d'adopter le mobile money, d'adopter les technologies financières. Pour l'instant, on est focalisé sur beaucoup plus les acteurs, sur le B2B, mais on sait que pour pouvoir développer la FinTech, il faut que toute la population puisse être informée. C'est une sorte d'éducation que nous voulons faire. Et puis, nous sommes heureux d'avoir des partenaires comme la Fondation Maroc Numérique. Et puis, Elisabeth le disait tantôt, on a organisé, surtout au cours de Africa FinTech Tour 2019, beaucoup de formations, beaucoup d'ateliers avec Microsave, notamment pour aider les aspirants entrepreneurs ou pour aider les FinTech qui existent déjà à renforcer leurs compétences, notamment sur le design thinking, notamment sur les aspects stratégiques. L'idée, c'est de pouvoir leur partager toutes les compétences nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre et conduire leur projet. Et je pense que pour cette édition 2020 de Africa FinTech Tour, l'idée, c'est de pouvoir faire un peu le bilan de ce que les FinTech ont appris, où est-ce qu'elles sont arrivées avec toutes ces compétences, mais après, c'est de pouvoir construire avec tous les acteurs locaux des sortes de hubs FinTech dans les différents pays, de sorte à pouvoir prendre le relais. Et puis, l'une de nos missions, celle que nous allons bientôt démarrer, on l'a évoqué dans l'étude, on l'évoque à tout temps, c'est de véritablement pouvoir mettre en place un hub FinTech que nous appelons FinTech Village, qui sera vraiment le hub pour pouvoir accompagner tous les centres d'innovation, tous les incubateurs, tous les accélérateurs qui existent dans la région francophone, de sorte à ce qu'on puisse construire ces startups-là de grande qualité, ces startups-là qui puissent rivaliser avec les pairs anglophones que nous connaissons, qui sont cités à bien des égards, que ce soit l'écosystème, que ce soit les levées de fonds, que ce soit les technologies proposées. Je pense qu'avec tous les acteurs que nous essayons de rassembler, nous allons pouvoir y arriver. Donc, globalement présenté, c'est ce que nous faisons au niveau de l'Africa FinTech Forum. Mais j'ai oublié de mentionner le forum que nous avons en lui-même, l'événement qui devrait se dérouler en mars 2020, mais qui a été reporté à cause de la crise pour probablement novembre ou début décembre 2020.
Et puis aussi l'événement majeur, Africa FinTech Tour. L'année dernière, nous avons fait pratiquement 12 pays depuis l'Afrique centrale, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest. Et nous espérons avec tous les acteurs, avec tous les partenaires comme Microsoft, Deloitte, HPS, etc., pouvoir faire le maximum de pays cette année. OK, donc j'ai rapidement présenté Africa FinTech Forum. OK, donc il y a Elisabeth, tu m'entends? J'ai fini la présentation. Donc il y a beaucoup de choses dans l'horizon. Qu'avez-vous trouvé intéressant dans le tool que je viens de présenter? Alex? Comme je le disais tantôt, la chose la plus intéressante, oui, tu m'entends, Elisabeth? Oui, oui. La chose la plus intéressante, la première des choses, c'est qu'on ait pu avoir cette étude, que cette étude ait pu être menée, ensuite partagée à l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Donc, c'est consultable, téléchargeable sur le hub de la finance. Je pense que c'est déjà quelque chose à saluer. Et puis, c'est la première cartographie que nous avons qui permettra d'orienter les décisions, qui permettra d'orienter les actions des acteurs de l'écosystème. Je pense que pour ceux qui sont dans le business, ceux qui ont des entreprises ou qui sont dans des banques ou des acteurs, il y a plein d'insights qui permettront de construire des produits, qui permettront d'orienter la stratégie. Mais ce que je retiens au-delà de tout, c'est véritablement pour construire ce dynamisme-là, pour soutenir ce dynamisme-là, c'est la nécessité de fédérer les acteurs, c'est la nécessité de faire collaborer les acteurs. Et c'est ce à quoi nous attelons tous. Je pense qu'avec de bonnes intentions, on essaie de mettre en place des briques pour construire cet écosystème-là. Parce que je l'ai dit, le combat de l'inclusion financière, surtout à travers la finance digitale, c'est pas un combat que peut mener seul une banque ou seul le fintech ou seul des cabinets comme MSC ou Africa FinTech Forum. C'est de façon, c'est uni et coordonné, surtout nous allons pouvoir y arriver. Et puis, je pense que pour cette étude-là nous donne une bonne compréhension, en tout cas de base, de tous les pays marchés. Oui, je pense que ça suit le dicton africain qu'ensemble nous pouvons aller plus loin. Donc, selon vous, quelle est la plus grande contrainte pour les fintechs dans la région? Dans la région, les plus grandes contraintes, peut-être je pourrais me hasarder à le dire, mais je pense que la plus grande contrainte n'est pas réglementaire. Pourquoi je le dis? Parce que c'est vrai qu'on est dans le droit positif, et en droit positif, ce qui n'est pas autorisé est interdit, ce qui est différent du common law, du droit anglo-saxon ou autre, ou ce qui n'est pas autorisé, on peut le faire. Donc, pour dire que l'argumentation est capable, elle a la possibilité elle est évolutive, parce qu'elle est sociologique, mais la Banque centrale, pour l'instant, est dans une position expectative. Elle est en train de regarder comment est-ce que l'activité se mène. Elle essaie de comprendre déjà l'activité de la finance digitale. On était dernièrement en octobre à la conférence de la banque et il y avait un des managers de la Banque centrale qui disait toute la difficulté qu'ils avaient à vouloir normer ou à vouloir réguler la technologie. Et on leur disait que la Banque centrale n'a pas à réguler la technologie, mais plutôt l'activité, parce que la technologie, elle est mouvante. Donc, pour dire qu'il y a la possibilité, et les acteurs le font, ils continuent d'œuvrer, ils continuent d'opérer, mais la Banque centrale regarde tout ça de loin parce qu'elle veut comprendre avant de pouvoir mettre en place le corps de loi. Et puis, pour les activités qui existent déjà, je ne pense pas que la Banque centrale va vouloir tout de go isoler les acteurs, leur empêcher d'opérer si elle pense qu'ils ne sont pas conformes à la loi. Et encore que dernièrement, la Banque centrale me disait qu'il y avait environ 10, en Côte d'Ivoire, sur 10 acteurs, il y a seulement 2 qui sont conformes à la loi. On a toujours la possibilité de réguler, d'interdire, mais la Banque centrale permet pour l'instant au fintech d'opérer. Donc pour l'instant, la plus grande contrainte n'est pas réglementaire, je pense.
Mais après, je pense qu'il y a la nécessité de mettre en place ce cadre réglementaire-là qui permette aux fintech de librement, de posément, de pouvoir développer les activités. Et puis, je pense aussi que l'autre contrainte, la contrainte n'est pas réglementaire, pardon, ne peut pas être financière, parce qu'il existe, par exemple, des fintechs comme Julaya qui ont pu lever des fonds. Je pense que ça doit être autour du demi-million de dollars. Il y a aussi une fintech comme Paydunia qui est dans une phase de croissance géographique. Donc, je pense qu'ils vont bientôt s'installer à Abidjan. Ils vont aussi s'installer au Mali, je crois. C'est une fintech sénégalaise, mais tout cela, ils le font sans avoir levé de fonds. Donc, ils le font sur fonds propres. Donc, pour dire que la contrainte financière, c'est vrai qu'il y a la nécessité de pouvoir soutenir, de pouvoir accompagner l'écosystème. Mais la contrainte financière n'est pas, elle peut être levée, elle peut être levée, mais elle n'est pas véritablement un facteur bloquant pour le développement de l'écosystème. Et puis, autre chose, ce que je pense tout au fond de moi, c'est que la plus grosse contrainte, ce serait surtout pour les fintechs de notre sous-région, surtout les fintechs francophones, c'est la nécessité d'avoir des projets de qualité. Tu l'as dit dans les présentations que tu as faites tout à l'heure, Elisabeth, presque tout le monde est sur le paiement. Presque tout le monde fait du paiement. J'ai entrevu dans l'étude quelques acteurs qui étaient sur le crédit, qui étaient sur l'investissement, comme MyChapé en RDC. Mais je pense qu'il y a la nécessité, et si on veut développer l'inclusion financière, pas développer nos vies pour les fintechs qui veulent entreprendre. Si on veut développer l'inclusion financière, il faut pouvoir présenter d'autres choses, d'autres produits et d'autres services que ceux liés au paiement. Et puis, il y a la qualité du manager. Donc, il faut avoir un bon manager. Beaucoup de nos fintech, on le sait tous, manquent encore de certaines qualités pour pouvoir développer ou entreprendre des projets. J'ai échangé avec un porteur de projet, un CEO de fintech, et je lui disais qu'il avait besoin, il n'a même pas encore lancé son produit, qu'il avait besoin de coach. Il me disait à ce stade où il est, il n'a pas besoin de coach et que tout cela peut y arriver. Donc, je lui disais que même des grands managers, des grands groupes, des grosses boîtes, que ce soit européennes ou américaines, ont encore des coachs qui leur permettent de voir autrement leur métier, de voir autrement leur secteur d'activité et surtout qui leur donnent des conseils sur eux-mêmes leurs capacités managériales. Et puis, il y a aussi l'équipe. Donc, je pense que l'un dans l'autre, c'est vrai que pour développer la fintech, le cadre réglementaire et la nécessité d'avoir des incubateurs qui puissent disposer, qui puissent accompagner véritablement les fintech est importante. Mais les incubateurs aussi à ce stade sont tous comme les fintech chercher des fonds pour mettre en place des programmes. Tant qu'on n'aura pas compris que l'accompagnement c'est un business et qu'on peut soit soi-même investir, soit-même investi pour accompagner les projets et qu'on recherche des projets et qu'on recherche du financement pour accompagner des projets, on sera surtout dans des écosystèmes encore en train d'essayer de construire, encore en train d'essayer de mettre en place des programmes pour accompagner les fintech. Donc, je pense que c'est vrai qu'on aura beaucoup à faire, mais bon, nos environnements sont assez jeunes. Pour moi, le Sénégal, c'est l'exemple en matière d'écosystème, que ce soit au niveau de la collaboration entre acteurs publics et puis acteurs privés. Le Sénégal il a vraiment une longueur d'avance et on espère que les autres vont suivre. Que ce soit l'écosystème fintech comme tous les écosystèmes, surtout l'écosystème entrepreneurial. Sur l'entrepreneuriat d'innovation, il est assez jeune et les choses se structurent. On espère que petit à petit, toutes les briques se mettront en place afin de développer les différents écosystèmes. OK, merci. On peut pas quitter cette conversation sans parler de COVID. Donc, actuellement, nous sommes en train de mener une étude sur l'impact de COVID sur les fintech et les startups.
Quel regard portez-vous sur ce sujet? Bon, on le dit, c'est vrai, le Covid, j'ai échangé avec quelqu'un, il dit quand le Covid va arriver en Afrique, il fera une sélection naturelle. Donc, ceux qui seront forts vont résister, ceux qui seront moins forts seront malades. Donc, éventuellement, que l'impact du Covid sur les différentes startups dépend du segment sur lesquels elles sont. Je pense que les startups qui sont dans le paiement, qui ont développé des plateformes de paiement, impacté, mais pas trop. Mais par contre, celles qui sont sur la rémittance, celles qui sont sur les transferts, dans la mesure où en Europe, l'impact se fera beaucoup plus sentir. Et puis, ce que ça nous a montré, nous, ici, c'est que, par exemple, au niveau de la Banque centrale, il y a, même si on trouve que mettre en place le dispositif légal pour accompagner le développement de la FinTech demande du temps. Mais par exemple, la Banque centrale a permis que les comptes s'ouvrent à distance pendant cette crise. Donc, pour dire qu'il y avait, si elle peut le faire, c'est vrai que c'est un cas exceptionnel, mais si elle peut le faire pendant la crise, c'est qu'elle doit pouvoir le faire en temps normal. Donc, pour dire que, et puis il y a d'autres choses qu'elle a permis, par exemple, la levée du plafond, elle a joué sur les frais. C'est vrai que la situation financière, la situation économique était difficile, donc la Banque centrale voulait accompagner cela. Mais pour dire qu'il y a des choses qui peuvent être faites dans la durée, qui peuvent être faites en temps normal, qui permettront de développer l'écosystème. Et puis, ce qu'on a vu, par exemple, il y a des fintechs qui ont connu la réactivation de comptes qui étaient dormants. Il y a aussi des acteurs comme Jumia qui disent que depuis la crise a commencé, ils ont noté une croissance du paiement en ligne, pour dire que c'est vrai que cette crise a impacté de façon significative, non pas de façon, dans une certaine mesure, les acteurs du secteur, mais elle a aussi fait du bien à certains acteurs qui ont trouvé, par exemple, les acteurs qui sont sur des solutions de sécurité pour les banques, sur des solutions eKYC, on peut trouver, j'en connais deux, donc on peut trouver des clients pendant cette période. Donc, c'est vrai que la crise, elle a certains revers. Il y en a qui ont eu une moins bonne fortune, mais il y en a aussi qui ont pu s'en sortir pendant la crise. Et puis, de plus en plus, on a noté que les populations commençaient à, dans une certaine mesure, adopter le digital, tout comme les banques, tout comme on ne dit pas qu'au sortir de la crise, tout sera digital à 100%. Mais on a assuré d'une certaine façon, ils vont se familiariser aux paiements digitaux pendant la crise, à l'utilisation beaucoup plus des cartes, etc. Donc, on espère que cela va continuer, que la FinTech, que l'État a mis en valeur, que la Banque centrale a mis en valeur pendant cette période, va trouver son chemin après la crise. Ok, merci Alex. Donc, nous avons déjà commencé à publier des blogs sur ce sujet, donc restez à l'écoute sur nos pages aussi pour la suite de cette étude sur l'impact du COVID sur les startups. Donc, on va passer à notre audience pour les questions. Merci Alex et bonne continuation. Rebecca? Merci. Oui, merci à tous. Merci, c'était très intéressant. Il nous reste très peu de temps, il nous reste 10 minutes. Merci pour votre patience. Donc, merci pour toutes les questions que vous avez posées au cours de cette présentation. C'est malheureusement sûr que nous n'aurons pas le temps de répondre à toutes vos questions, mais nous y répondrons par mail. Nous ferons un suivi par mail dès ce soir. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions, pardon. Si vous en avez, dans la boîte à questions qui se situe à droite de votre écran. Alors, je prends la première question. Quel constat avez-vous fait sur le plan de la réglementation du secteur des fintech dans les pays où vous avez effectué les enquêtes? Elisabeth, voilà.
que je répète. Quel constat avez-vous fait sur le plan de la réglementation du secteur des fintech dans les pays où vous avez effectué les enquêtes? OK, je crois que Alex a évoqué un petit peu les différences entre anglophones et francophones. En zone anglophone, quand on n'attend pas que quelque chose est bien écrit pour avancer. Et notre plus grand problème, surtout dans la sous-région, c'est que les fintechs ne comprennent pas les règlements, ne sont pas assez clairs et ils attendent d'avoir quelque chose hyper spécifique, de dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. Donc, le fait qu'on va commencer, donc c'est juste en ce moment, mais le fait qu'on va avoir un bac à sable, ça va nous aider, puisqu'il y a le point de vue des régulateurs, c'est que les fintechs sont des fournisseurs des services. Donc, c'est la responsabilité de leurs partenaires de faire tout. Donc, ils ne voient pas vraiment les fintechs comme un partenaire égal dans tout ça. Donc, il y a des choses à faire. Comme nous avons mentionné, il faut essayer de voir comment on peut équilibrer l'accès au USSD. Donc, la conversation du mois d'octobre avec le BCAO a déclenché plusieurs éléments. Donc, on a déjà vu ce changement au Sénégal. Et si je me souviens bien aussi en Côte d'Ivoire, que maintenant les fintechs ont accès à l'USSD. Alex, tu as d'autres choses que tu veux ajouter? Oui, déjà sur l'USSD, c'est vrai, au Sénégal, le Sénégal est champion. En Côte d'Ivoire, avec MTN, ça passe, mais bon, jusque-là, les fintechs ont encore des difficultés avec Orange. Est-ce que c'est parce que c'est en préparation du lancement d'Orange Bank ou que tout se bloque au niveau d'Orange, mais on espère que le régulateur qui est l'agence nationale, l'agence de régulation des télécoms va pouvoir agir et permettre aux fintech d'avoir plus facilement des codes USSD avec Orange. Donc, on l'espère. Maintenant, globalement, comme tu l'as dit, Elisabeth, je pense que c'est beaucoup plus des problèmes de la réglementation. La réglementation, elle existe, même si dans notre zone, elle n'est pas très fameuse, elle ne permet pas le développement du secteur, mais elle existe. Ce qu'on note, c'est véritablement que les fintechs n'ont pas beaucoup d'informations sur la réglementation, sur les cas réglementaires, sur ce qu'elles peuvent faire. Ce que je note, moi, par exemple, c'est que sur le site de la BCAO, il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles. Et puis, on a, nous, des groupes WhatsApp avec des acteurs de la BCAO, avec pas mal de managers de la BCAO, avec qui on interagit quand il y a besoin d'informations, qui, de façon automatique, réagissent ou nous partagent l'information, nous partagent les données. Ce qu'il faut noter, c'est que il y a pas mal de données qui sont disponibles sur le site de la BCAO. Et puis, une chose que pourrait faire le hub de la finance digitale, par exemple, ce serait d'avoir cette bibliothèque de toutes les données qui peuvent être disponibles, que ce soit publié par la BCAO, publié par d'autres instances, avoir cette bibliographie-là sur le site de la finance digitale, de sorte que, éventuellement, de façon automatique, les acteurs savent où aller chercher l'information quand ils en auront besoin. Merci, Alex. Alors, question suivante. Alors, attendez, excusez-moi. Question suivante. Quel sera concrètement le rôle des gouvernements dans l'amélioration ou la pérennisation du travail des fintechs dans le secteur financier? OK, donc on a plusieurs rôles différents et ça dépend sur le niveau du pays. Donc, dans certains pays, par exemple, comme le Mali, on a besoin plus dans la direction d'avancer l'entrepreneuriat.
puisque ça va être, comme on a mentionné, le Mali, c'est un pays frontière. Donc, on a besoin plus de se concentrer, donc voir le système d'éducation. Donc, c'est pas tout de suite FinTech, il faut d'abord commencer sur cela. On a parlé aussi des infrastructures dans certains pays, donc ça touche pas tout le territoire. Ça, c'est l'exemple de Togo, Bénin et RDC. On a aussi la nécessité qu'il n'y a pas beaucoup de visibilité des FinTech. Donc, une chose pour augmenter l'intérêt des gens de faire l'entrepreneuriat ou de lancer une FinTech, c'est de mettre en valeur les sociétés qui sont en train de réussir. Comme ça donne déjà l'espoir aux jeunes et ça montre aux autres startups que c'est bien possible. En RDC, où les investisseurs ne connaissent pas vraiment le pays, ou en général, ça c'est un plus grand problème. Les investisseurs ont plus l'habitude d'investir dans les pays anglophones. Et il y a une différence de travailler dans les pays francophones. Donc, il faut éduquer les investisseurs les différences dans les zones francophones, comment ça fonctionne, aussi de donner des opportunités pour les investisseurs de rencontrer les FinTech. Donc, par exemple, ces cartographies qu'Alex vient de mentionner, ça sera important de donner plus de visibilité. Et surtout, le gouvernement a besoin de faire des incitations pour promouvoir l'utilisation des services numériques. Donc, le fait de faire, surtout par exemple avec le COVID, c'est une bonne opportunité d'utiliser mobile money ou des fintech, de faire des transferts de paiement. On pense que ça va arriver avec l'interopérabilité, mais les gouvernements doivent montrer leur confiance dans les canaux numériques. Et comme ça va passer vers le public aussi. Si je peux intervenir sur la question, relever un peu tout ce que, ajouter à ce que Elisabeth vient de dire, notamment déjà sur la partie investissement. J'échangeais avec un investisseur et puis je lui disais, mais il faut bien qu'on ait dans notre zone francophone des fonds qui soient dédiés des fonds qui soient dédiés aux acteurs FinTech, mais en précis et puis en cible. Parce que d'une cartographie que nous avions faite, la plupart des investissements sont en phase de croissance ou autre. Et que, en phase cible, c'est vraiment, selon la cartographie que nous avions faite, c'était beaucoup plus des budgets RSE des entreprises, c'était des concours organisés par l'État, ce n'était pas vraiment de l'investissement qui permettait le développement. Il y avait une nécessité de mettre en place ce fonds. Je dis, c'est vrai, il faut le faire, c'est quelque chose d'intéressant. Mais la difficulté, tu vois, c'est qu'il y a beaucoup plus de... les anglophones, ils savent faire du business, ils savent faire ils cochent toutes les cases pour pouvoir pour attirer les investisseurs. Et puis, je pense que c'est vrai que c'était direct, mais c'était vrai ce qu'il disait et qu'on doit, nous, pouvoir travailler sur cet aspect-là pour amener les projets de FinTech à être des projets qui soient bancables. Déjà, à les amener à s'approprier eux-mêmes leurs projets parce qu'ils ont souvent des idées, mais ils ne perçoivent pas toujours bien tous les contours de leur projet et les différentes extensions que leur projet, sur quoi leur projet peut découler. Une autre chose, c'est que on attend beaucoup du gouvernement à justice, et puis c'est le gouvernement qui a permis que M-Pesa connaisse l'essor qu'on lui connaît aujourd'hui. On a des initiatives assez intéressantes en Côte d'Ivoire, par exemple, où l'État permet le paiement des frais de scolarité par truc, par mobile money. Aujourd'hui, l'impôt se paye en Côte d'Ivoire par ça, donc par paiement en ligne, pour dire que l'État a la possibilité ou la capacité de développer ce secteur-là. Il faut beaucoup de volonté, il faut déjà que l'État comprenne et qu'il y ait beaucoup de volonté, qu'il fasse confiance aussi au FinTech. Et puis aussi, ce qu'on ne demande pas, ce n'est pas que l'État
soit tout le temps en train d'atteindre les fintechs ou les acteurs du secteur, mais ce qu'on attend de l'État, c'est que lui puisse passer les sillons. La fintech, c'est une industrie comme toute autre. Les acteurs vont se battre et puis les plus forts se différents. Mais ce qu'on attend de l'État, c'est que les différents États, c'est qu'ils puissent véritablement pouvoir aider à construire et à structurer l'écosystème. Merci Alex. Alors, j'ai encore une petite question. Il nous reste quasiment plus de temps, donc on va en prendre une ou deux si on a le temps, mais très rapidement, on avait plusieurs questions sur le rôle d'MSC. Elisabeth, est-ce que vous pouvez répondre à cette question sur le rôle d'MSC? Quel rôle MSC peut jouer dans le cadre de développement des fintechs? OK, donc nous travaillons surtout, on a mentionné dans ce projet, un défi pour les fintechs, c'est qu'elles ne comprennent pas les besoins du marché. Donc, quand on est un entrepreneur, on tombe des fois amoureuse de notre idée. Alex a mentionné que les gens, quelqu'un DG a dit qu'ils n'avaient pas besoin d'un monteur parce que tout va bien. Mais c'est nécessaire de bien comprendre le marché et ça, c'est une des choses que nous, on peut porter pour le secteur. Dans les bootcamps qu'on a offerts à travers le tour d'Africa FinTech Forum l'année dernière, on se concentrait surtout sur cet élément de développer des produits bien adaptés au marché. Nous développons des outils aussi qui sont gratuits sur le hub de la finance digitale, sur les modules pour le modèle d'affaires, comment parler avec un investisseur, comment négocier avec des partenaires. Donc, tout le parcours pour le développement d'un service, on peut y assister. Merci. Alors, merci beaucoup à tous les deux. On arrive malheureusement à la fin de la session et je voudrais pas que ça se coupe sans vous dire au revoir. Mais comme promis, on répondra aux questions qui sont restées en suspens sans réponse par mail. Nous organisons régulièrement des webinaires. Il va y avoir des webinaires portant sur chacune des études pays. Donc, restez connectés sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre le réseau du Hub de la finance digitale. C'est important de pouvoir faire tous ensemble grandir l'écosystème pour améliorer l'inclusion financière. Donc, merci encore énormément pour votre temps et prenez soin de vous. Très bon après-midi à tous. À bientôt. À bientôt. Au revoir.